Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Novabuild.0. Novabuild.0, c'est toute l'offre de Novabuild en ligne. Bienvenue. Je suis Juliette, je suis chef de projet chez Novabuild. Alors Novabuild, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Nous sommes engagés depuis notre création pour une construction bas carbone et résiliente. Et dans notre feuille de route 2020-2022, nous nous positionnons clairement comme l'allié solution climat pour les professionnels. Alors ce matin, nous allons parler économie circulaire et plus particulièrement, nous allons parler du réemploi des graves recyclés avec nos invités. C'est une thématique qui a été abordée au sein d'un groupe de travail pendant plus de 2 ans au sein de Novabuild. Et les travaux de ce groupe ont abouti à la création d'un manuel régional sur les graves recyclés qu'on aura le plaisir de vous présenter à la fin de ce webinaire. Donc, pour illustrer ce propos autour de l'économie circulaire dans les travaux publics, dans un premier temps, nous allons avoir la présentation du chantier de déconstruction du parking Renault, situé dans le quartier du Bas-Chantenay à Nantes, puisque je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais nous sommes basés à Nantes. Et donc, Bruno Crémé de Nantes Métropole Aménagement et Cédric Couillot de Charrier Atlantique Vendée vont nous présenter ce retour d'expérience de déconstruction et de réemploi qui est assez remarquable sur plusieurs points de vue. Et dans un second temps, nous accueillerons François Gérin de chez SCE pour nous présenter un peu plus en détail justement les travaux menés par ce groupe. Mais sans plus attendre et pour commencer, je vais demander à Valérie Ferber de bien vouloir me rejoindre. Valérie Ferber est directeur environnement et innovation chez Charrier. Il a été également l'animateur et l'instigateur de ce groupe de travail et accessoirement également, il est vice-président de Novabuild. Merci beaucoup Valérie, puisque en plus ce webinaire est également à ton initiative. Et avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots en quoi c'était important ce travail autour des graves recyclés en Pays de la Loire? Bonjour, merci Juliette. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre intérêt. Je vois qu'on est 78 personnes connectées sur presque 150 inscrits, hein, c'est ça au départ. Donc on va arriver à plus de 50%, tu vois, Juliette. C'est ça. Donc pourquoi ce webinaire? Ça démarre, l'histoire démarre aux alentours de 2015. Où on fait le constat. Alors moi, dans l'entreprise, je n'ai pas précisé que je suis directeur environnement et innovation de l'entreprise Charrier. Je fais beaucoup d'assistance auprès des entités aussi en assistance technique et puis de l'innovation avec comme principal objectif la réduction des impacts dans nos métiers. Et on constate en 2015 sur nos plateformes, et c'est partagé par d'autres professionnels, que dans la région Pays de la Loire, il y a un peu un désamour en fait dans la commande sur les graves recyclés, alors que c'est une technique qui est développée dans d'autres régions. On pense notamment à la région parisienne ou région bordelaise, par exemple, qui sont déficitaires en matériaux. Et on voit des stocks s'amonceler un peu sur nos plateformes. Et l'analyse qu'on fait de cette situation qui est ennuyeuse, en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des matériaux qui, s'ils ne sont pas recyclés, repartent dans des installations de stockage de déchets, donc ils viennent remplir des trous alors qu'ils ont une valeur potentiellement intéressante. Excuse-moi de te couper 2 secondes. Est-ce que justement la problématique, elle n'est pas aussi typiquement régionale parce que nous, on a un stock de graves naturels, on va dire peut-être conséquent par rapport à d'autres régions? C'est vraiment ça c'est ça l'origine. Si on veut regarder le fond du sujet, effectivement, on a des carrières, on est riche en carrières dans la région. On le sait bien nous-mêmes, hein, parce on est carrier. Et pour autant, on développe le recyclage. Je le précise, hein, on fait 10% de recyclage aujourd'hui par rapport à notre production de granulats. Mais le fait est que les gens ont l'habitude dans la région et avaient l'habitude, même si c'est en train de passer, d'avoir un goût prononcé pour le granulat naturel, donc ce qui est très bien pour nous, mais du coup avoir une défiance aussi par rapport aux graves recyclés
Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que qui dit défiance par rapport au grave recyclé dit il n'y a pas un marché vraiment bien installé pour ça. En gros, le constat, c'est qu'à ce moment-là, il faut créer un climat de confiance. Il faut recréer un climat de confiance, rediscuter, se réapproprier ce que c'est qu'une grave de béton concassé, une grave recyclée de béton concassé. Et ça nous a amené donc à utiliser l'outil NovaBuild pour mettre autour de la table tous les acteurs. Alors, tous ceux qui veulent bien venir, parce que c'est pas juste les adhérents de NovaBuild qui sont venus, mais c'est tous ceux qui veulent bien venir, qui veulent bien passer du temps autour de ce sujet. On était une vingtaine autour de la table dans ce groupe de travail pour partager ce constat, apprendre des choses aussi, parce qu'en fait, il y a plein de documents, des guides techniques, des divers et variés sur le sujet qui existaient un petit peu partout en France, des guides régionaux d'ailleurs, mais aussi des règles nationales, et essayer de bien se réapproprier tout ça. Donc, ça a fait l'objet d'un travail de partage qui était vraiment très intéressant, très enrichissant. Je dois dire que moi-même, qui ai une fonction de directeur technique, en fait, j'avoue que je ne connaissais pas tous les guides par cœur. Et là, on a été obligé de fouiller un peu dans toutes les interlignes. Je ne les connais encore pas par cœur, mais on a quand même beaucoup progressé tout ce temps qu'on était. Donc, il y avait quelques maîtres d'ouvrage, pas assez. Ça, c'est un des regrets qu'on a, c'est que les maîtrises d'ouvrage viennent pas assez participer à ces travaux-là, alors que c'est eux qui sont à la commande et que on peut pas arriver à faire ça sans eux. Mais il y avait en tout cas Nantes Métropole qui était là. Il y avait de la maîtrise d'œuvre, notamment avec SCE. Donc, on verra François Gérin qui va nous parler du manuel tout à l'heure. Il y avait des fournisseurs, des producteurs de granulats, des entreprises de travaux, des laboratoires publics et privés. Donc, on était un certain nombre à partager ce sujet. On a travaillé, on a regardé l'existant, et puis à un moment donné, en fait, on est arrivé à la conclusion que ce qui serait intéressant, c'est de produire nous-mêmes, du coup, nous aussi, de se faire un manuel régional en essayant d'y intégrer tout ce qu'on avait appris, mais d'y intégrer aussi, François le dira, les diverses règles techniques et environnementales, parce qu'en fait, il y a des guides un petit peu dans tous les sens, et pour quelqu'un qui veut savoir comment contrôler ou utiliser les graves recyclés, c'est un petit peu compliqué. Donc, on voulait simplifier les choses et avoir dans un même document régional adapté à nos besoins locaux toutes ces informations. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu à faire ce manuel qui est sorti. On avait quasiment fini notre production en 2017. Et puis, on a voulu le soumettre à l'IDRIM, donc c'est l'Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité, pardon. Donc, c'est un organisme national paritaire où il y a vraiment tous les professionnels représentés, les laboratoires, les maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, et qui valident les documents, y compris les documents régionaux. Donc, on voulait soumettre ce document à l'IDRIM pour qu'il ait vraiment une crédibilité, une légitimité auprès de tous les acteurs de la région. Et c'est pas juste une invention de notre groupe où on s'est pas inventé des règles, on les a reprises dans tous les sens, remises en place, mais on les a fait valider. Donc, c'est ce que vous racontera François Gérin à la fin de ce webinaire. Il y a eu un gros travail de synthèse, effectivement, qui a été effectué. C'est vraiment la grosse plus-value de ce guide, c'est ce côté synthèse et ce côté régional. Voilà, ce côté régional. Alors, malgré tout, on est obligé de reprendre les règles nationales. L'IDRIM nous a bien canalisé là-dedans. On voulait faire quelques échappatoires et on n'a pas pu. S'il y avait une chose qu'il fallait retenir de la philosophie de ce manuel, c'est créer un climat de confiance et sécuriser, rassurer sur les qualités de ces matériaux pour qu'ils puissent être utilisés à bon escient et avec la même valeur que les matériaux naturels. Il se trouve que depuis 2015, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Pas forcément que à cause de notre groupe et de notre manuel, mais en tout cas, globalement, on voit que dans la région, c'est quand même une pratique qui se développe, qui s'est bien développée. On arrive à des matériaux qui sont de plus en plus qualitatifs, de plus en plus de producteurs, de plus en plus d'utilisation, de moins en moins de freins, mais Cédric Couillot redira son point de vue, lui, en tant qu'entreprise. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, voilà l'idée générale. Et on a voulu partager du coup la sortie de ce manuel là, qui date de fin 2019. Alors évidemment, en cours d'année, on a eu quelques péripéties. Je pense que personne n'y a échappé ici, qui font qu'on voulait faire un grand séminaire en fait début 2020
en présentiel évidemment, mais maintenant on est passé à d'autres formules. Et on en a profité pour pas vous assommer avec simplement une présentation de manuel qui serait peut-être en tant que telle un petit peu rébarbative, mais aussi de parler du réel, de parler du chantier. Et on a eu l'occasion d'avoir l'idée de présenter ce chantier sur Nantes avec une organisation du transport assez originale. Donc je vais pas tout dévoiler, mais on va être dans le réel, dans du récent, parce que c'était vraiment récent. Enfin, Bruno Crémet et Cédric Couillot vont vous raconter tout ça. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour cette À tout à l'heure s'il y a des questions. On se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Et puis je fais monter sur scène Cédric Couillot, donc responsable de l'agence des constructions Charrier Atlantique Vendée, et Bruno Crémet, qui est donc responsable d'opération sur le Bas-Chantenay à Nantes, chez Nantes Métropole. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de partager votre expérience. Je vais vous votre présentation. Voilà. Et puis surtout, je vais vous laisser la parole pour une petite demi-heure. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Je m'en ferai votre porte-parole à la fin de ce webinaire. On va se garder un petit temps d'échange. Donc voilà, posez bien toutes vos questions dans le chat et je les reprendrai à la fin avec plaisir et nos intervenants reviendront tous sur scène pour y répondre. Je vous souhaite une bonne présentation. Messieurs, c'est à vous. Merci. Alors, je vais commencer. Donc, moi, c'est Bruno Crémet, donc Métropole Aménagement. Et donc, on va vous parler avec Cédric, mais surtout Cédric, de cette opération de déconstruction d'un parking aérien avec valorisation des bétons de ce parking sur une plateforme portuaire. Alors, cette opération, elle s'inscrit dans l'aménagement du Bas-Chantenay, qui est une opération d'ampleur sur la métropole nantaise, pour ceux qui ne sont pas nantais. Et ça s'inscrit sur un premier site opérationnel qui s'appelle la carrière Bizéry à Nantes, où on a réalisé une première phase d'aménagement, la réalisation d'un jardin, le jardin extraordinaire livré l'année dernière. Et dans le même temps, il fallait qu'on anticipe les phases ultérieures d'aménagement qui sont précisées sur ce document. Avec notamment commencer à dégager, entre guillemets, l'espace entre le jardin et la Loire pour permettre ultérieurement l'aménagement d'un espace public totalement ouvert sur les quais avec une réappropriation des quais. Donc, nous, à notre métropole aménagement, le principe d'aller déconstruire des bâtiments dans l'absolu, c'est une pratique assez courante dans l'aménagement, mais aujourd'hui, on commence à se poser la question de faire avec ce qui existe et d'éviter de faire de la déconstruction pour de la déconstruction. Donc, à partir du moment où on avait une cohérence globale d'aménagement justifiant la démolition de ce parking qui ne pouvait de toute façon pas être réhabilité ni changer de destination, on s'est interrogé sur finalement comment on pouvait le faire au mieux, entre guillemets. Et c'est là que l'entreprise Charrier, dans la réponse à l'appel d'offres de la déconstruction, a pu pousser une variante qui nous a intéressés, puisque globalement, elle rentrait dans notre stratégie environnementale. Le mot est un peu grand, mais c'est bien ça, de ça dont il s'agit. Et notamment, un axe limiter notre empreinte en essayant au maximum d'utiliser les terres en place et de ne pas faire d'excavation et de remplacement de terre. Donc ça veut dire réutiliser les sols, réutiliser les matériaux disponibles sur le site, de limiter ces démolitions et quand elles sont nécessaires, de pouvoir favoriser le réemploi de ces matériaux ou la reconversion du site. Et donc, globalement, l'entreprise Charrier s'est présentée avec cette variante, et notamment en axant le développement sur la solution d'évacuation de ces bétons de déconstruction, avec une solution qui nous paraissait un peu innovante, bien que un peu plus chère que la solution classique, mais
une solution intéressante puisque l'idée était d'évacuer les bétons via la Loire, juste à proximité, donc à l'aide d'un système de barging. Donc, c'est sur cette base que nous avons retenu l'entreprise Charrier, et c'est sur cette base qu'a pu démarrer cette histoire de recyclage de ce parking. Je te passe la parole, Cédric. Merci Bruno. Donc Cédric Pouillot, oui, je suis de l'entreprise Charrier. J'ai été sollicité pour apporter mon regard, un regard chantier. Ça tombe bien, je me suis mis en condition. Je suis dans une cabane de chantier sur l'île de Ré, mais on va y arriver. Un regard chantier du conducteur de travaux que j'ai été pendant pas mal d'années. Je m'occupe de deux activités, une activité déconstruction d'une part et une activité TP d'autre part. Donc j'ai le double regard sur la partie recyclage et la partie déchets et la partie ressources. Donc quand Nantes Métropole a lancé cet appel d'offres, rapidement, on était conscient d'avoir affaire à un maître d'ouvrage qui est soucieux des causes environnementales ou des enjeux environnementaux plutôt. Donc on a cherché tout de suite à pousser au maximum le curseur sur la partie réemploi, recyclage. On a fait parallèlement le lien avec un chantier qui se passait de l'autre côté de la Loire, la création d'une plateforme pour l'écopole de Cheviré, donc un site géré par Charrier et Suez, un site de reprise de déchets du BTP. L'idée était de vérifier déjà d'une part si les calendriers des deux opérations pouvaient coller, et c'était le cas, et de pousser la démarche à utiliser les matériaux recyclés directement. Le réemploi de matériaux recyclés a beaucoup de sens. Il perd un peu de sens dès lors qu'on l'emmène sur une plateforme assez loin pour le reprendre un peu plus tard et le rapporter sur les chantiers. Donc, quand on peut l'utiliser soit sur le chantier directement, soit sur un chantier proche, on gagne aussi sur le bilan carbone lié au transport. On a souhaité justement pousser encore un peu plus la démarche sur le bilan carbone en proposant une variante, en effet, de transport par voie fluviale. Le chantier se trouvant sur une berge de la Loire et la plateforme de l'Écopole étant sur la berge opposée. Donc, on a voulu proposer cette variante, certes un peu plus chère, comme disait Bruno. Pourquoi plusieurs enjeux? On aura tous compris, moins de camions sur les routes, sur un secteur qui est sensible, puisqu'on passait par le pont de Cheviré, donc on connaît pour une bonne partie d'entre nous les bouchons du lundi matin sur le pont de Cheviré. Un meilleur bilan carbone lié au transport fluvial. Et puis, troisième intérêt, c'était aussi pour nous l'opportunité de tester cette méthode. Donc, concernant le gaz à effet de serre, Valérie, que vous avez entendu, a pu travailler le sujet en vérifiant l'impact des deux types de transport, soit par poids lourd, soit par barge. On avait sur ce chantier-là 6000 tonnes de béton. Donc, par transport poids lourd, c'était environ 240 camions. En transport par barge, c'était 3 allers-retours avec une barge qui pouvait contenir jusqu'à 2000 tonnes. Donc là, on voit très bien la différence entre les deux types de transport qu'il faut modérer. Toutefois, si je passe sur la slide suivante, on y a rajouté l'impact de la reprise des matériaux, puisque une fois la Loire traversée, on a malgré tout une reprise. Alors là, en l'occurrence, le chantier était à quelques centaines de mètres, donc la part transport était faible. Mais malgré tout, il y a quand même de la pelle et du camion pour reprendre le matériel. On reste quand même sur un bilan positif concernant les gaz à effet de serre. On a toujours gardé le bilan positif concernant les camions en moins sur les axes routiers. Et je disais sur le financier un peu moins concluant. Là, il faut bien avoir en tête que le transport fluvial était très court, puisqu'on avait moins d'1 kilomètre entre le quai de départ et le quai d'arrivée. Dès lors qu'on s'éloignerait un petit peu, le transport fluvial prend tout son sens également financièrement, puisque
En gros, une barge de 2000 tonnes, c'est à peu près 3 jours de travail, c'est une journée de chargement, une journée de déchargement et une demi-journée de transport. Donc, il faut bien que le coût est essentiellement lié à l'immobilisation lors des phases de chargement et déchargement. Donc, dès lors qu'on s'éloignerait un peu du chantier, le gap financier devient important. Concernant le chantier, là, il s'agissait de la déconstruction d'un parking silo, et on le voit pas, mais de l'autre côté, il y avait aussi quelques bâtiments qui étaient adossés à une falaise. Donc, on avait plusieurs phases de travaux, une phase de curage et désamiantage, une phase de déconstruction. Alors, sur l'autre bâtiment, plutôt phasé, puisqu'on avait également le confortement de la falaise à prévoir en parallèle. Donc, on installait des cloutages et on démolissait par phase. Donc, c'est en gros 6000 tonnes de béton, une configuration assez facile en termes de curage. On devine bien qu'il y a peu d'éléments de corps d'état secondaires sur un parking silo. Donc là, on était vraiment dans les conditions adaptées à nos enjeux. Donc, on voit le chantier une fois le bâtiment déconstruit. Donc là, à ce stade, la superstructure a été déconstruite. Il reste les infras. Et on est sur la phase, on ne le voit pas très bien sur la photo, là, mais on est sur la phase de broyage et préparation au concassage des matériaux. Donc ici, on est sur la phase de concassage qui est déjà bien avancée. On avait choisi sur ce chantier-là un concasseur à mâchoire, 2 types de concassage possibles, couramment utilisés, soit les mâchoires, soit les percussions. Alors, chacun a ses avis. Moi, mon regard chantier, j'ai une petite préférence pour les percussions parce à mon sens, on éclate mieux les matériaux et on a un meilleur rendu en termes de séparation des métaux. Le mâchoire présente l'inconvénient de produire un matériau peut-être un peu plus fin par rapport au matériau. Le percussion fait un matériau un peu plus fin par rapport au mâchoire. Mais les deux méthodes fonctionnent. Ici, on avait préparé un 0,80. Donc là, on voit la reprise des matériaux et le chargement dans la barge. Donc, je le disais, une barge de 2000 tonnes avec un pousseur. On voit mieux sur cette photo la phase de chargement. Donc, reprise des matériaux à la pelle, alimenté dans une trémie et un tapis d'alimentation de la barge. Donc ça, c'est la part, c'est des coûts fixes justement de l'installation pour pouvoir accéder au transport fluvial. On voit bien que plus le tonnage sera important et plus les transports seront longs, plus ces coûts fixes seront amortis. Donc là, on était sur un chantier à 6000 tonnes, ce qui est pas très important en termes de tonnage. Là, on est sur la reprise des matériaux, donc sur le quai opposé, donc à proximité du chantier. Donc, je vous le disais tout à l'heure, une pelle et 2 camions pour reprendre les matériaux et les vider à pied d'œuvre sur la plateforme de l'écopole. Donc, mise en œuvre classique au bulle, compactage. Concernant la mise en œuvre, alors peut-être mon regard chantier, moi je trouve que c'est un matériau qui se met bien en œuvre, qui s'arrange bien. Un matériau qu'il faut humidifier dès lors qu'il est trop sec, mais j'ai envie de dire, tout comme n'importe quel matériau de carrière, mais un matériau facile à travailler et à compacter. Donc, vue du ciel, la plateforme, donc on était sur un support qui était bon, on était sur un support sableux. Ici, la structure retenue, c'était 30 cm de 0,80 recyclé et une finition de l'ordre de 5 à 10 cm en matériaux de carrière. Donc, une structure plutôt light, malgré tout, capable de récupérer un transport poids lourd, puisqu'aujourd'hui, la plateforme est utilisée depuis quelques temps maintenant par des poids lourds, des tombereaux, et on n'a aucune déformation de la plateforme, ça ne marque pas du tout. Donc, on voit bien que à l'usage, la plateforme est efficace.
Concernant la fabrication des matériaux recyclés, donc plusieurs enjeux que vous retrouverez notamment dans le guide NovaBuild. La propreté des matériaux. Alors, je vais peut-être commencer par le haut, la granulométrie des matériaux, donc avec un fuseau qui est plutôt maîtrisé par expérience. On en fait sur pas mal de chantiers, on a des fuseaux assez classiques. La propreté des matériaux, donc on voit qu'on arrive à avoir des valeurs tout à fait satisfaisantes. Concernant les résistances mécaniques, pareil, les matériaux recyclés n'ont surtout pas à rougir de leur performance. Je dirais même que pour travailler dans plusieurs régions, notamment sur Bordeaux et sur les Charentes, je préférais nettement utiliser des matériaux recyclés plutôt que certaines roches calcaires qui ont des prédispositions mécaniques plus faibles. Concernant les sulfates solubles, donc l'enjeu, un des grands enjeux des matériaux recyclés, donc on parlait tout à l'heure du curage, le curage qui est essentiel, puisqu'autant la propreté et la granulose du matériau, on peut tout de suite visuellement constater la qualité du matériau, autant sur les sulfates solubles, on n'est pas capable de le définir à l'œil nu, d'où l'importance d'avoir une préparation de chantier irréprochable. On arrive ici à avoir un taux de sulfate soluble à 0,14 pour un seuil à 0,70 en technique routière. Donc on est loin du plafond. Sur des chantiers où les curages sont un peu plus compliqués, chantiers de logement où on a un peu plus de plâtre et parfois plus difficile de séparer les plâtres, on peut avoir des taux qui montent à 0,30, 0,40, mais si le curage est fait sérieusement, on se tient largement en dessous des 0,50 et largement sous les 0,70 attendus. Et puis en dessous, la propreté des matériaux. Donc là, ici également, on voit qu'on a des taux très élevés. Je ferai le paramètre je ferai le rapprochement, je veux dire, avec une étude qui avait été faite en dehors de ce chantier-là, en 2015, sur la plateforme de recyclage, Planet Recyclage, qui est située à La Rochelle. On avait fait des essais avec l'UT de La Rochelle et l'ADEME, des essais simples, basiques. On avait fait en fait 4 plateformes. Une première plateforme avec des GNT diurétiques, une deuxième plateforme avec les graves recyclés produites sur le site Planet Recyclage, une troisième plateforme avec des GNT calcaires et une quatrième avec un matériau un peu plus élaboré de graves recyclés avec un ajout de terre cuite. Donc tout ça sur un support qui était identique pour les 4 plateformes. Et on a fait un suivi par essai à la plaque sur les semaines et les mois qui ont suivi. Donc c'est l'histogramme que vous retrouvez où on voit les essais immédiats de portance qui sont assez réguliers. On est entre 67 et 80 MPa sur les différentes plateformes. Et une évolution au bout de plusieurs mois où on voit plutôt une amélioration sur les diorites. Il y a un arrangement qui se fait dans le temps. Sur des calcaires, des valeurs plus faibles. Alors ici, on était dans un cas défavorable, puisqu'on n'avait pas revêtu nos couches de forme, donc les matériaux étaient exposés aux intempéries. Et nos 2 plateformes en graves recyclés qui, elles, voient leur valeur progresser de semaine en semaine et de mois en mois, jusqu'à atteindre des valeurs qui sont plutôt hors normes pour la technique routière. Voilà en ce qui concerne ma présentation. Valérie, Juliette. Merci beaucoup Cédric, merci Bruno. Je vous propose quand même de prendre une ou deux questions qui sont quand même très spécifiques visiblement sur la présentation que vous venez de faire. Parce que j'ai une question notamment sur, il y a Yanis qui nous demande quel est le problème des sulfates dans les graves recyclés. Dont tu viens de parler Cédric. Valérie, tu voulais intervenir Comme tu veux, si tu veux le dire. Alors moi, je regarde chantier, je n'aurai peut-être pas les explications physiques ou chimiques, mais le risque lié au sulfate, Valérie, tu me reprends si je me trompe, mais c'est lié à un gonflement du matériau ultérieurement à sa mise en œuvre.
Oui, effectivement, effectivement, c'est ce qu'on appelle le gonflement étringitique qui naît de la réaction entre les sulfates et la chaux quand les sulfates sont en quantité trop importante. Il y a des seuils spécifiques aux graves recyclés qu'on voit pas dans les matériaux, enfin dans les granulats de carrière classiques. On n'a pas ça dans les CCTP. Par contre, ça apparaît pour les graves recyclés. Ça vient du fait que dans les premières années où on a commencé à concasser du béton pour le mettre dans des couches routières, il y a eu parfois des gros désordres. Alors, je pense plutôt en région parisienne, mais je parle de ça il y a quelques dizaines d'années. Du fait de cette présence de sulfate, parce que les curages n'étaient pas forcément très bien faits. On mettait dans le béton concassé des choses qui n'avaient peut-être pas forcément matière à y être. Et donc, les règles maintenant sont très strictes sur le seuil acceptable en sulfate. On appelle ça les sulfates solubles dans l'eau, avec des seuils différents selon qu'on est sur des matériaux de remblai ou sur des matériaux couche de forme, voire couche de chaussée. C'est-à-dire qu'en gros, plus on va aller haut dans la structure, plus on va être exigeant sur un faible taux de sulfate. Cédric n'a pas parlé des applications. Alors peut-être que François va y revenir, donc je ne vais pas tout déflorer. C'est un sujet aussi autour de l'utilisation de ces matériaux sous les dallages. Actuellement, c'est vrai que là, on a focalisé la présentation et le manuel aussi va le focaliser sur les utilisations routières de ces graves recyclés. Je vois aussi qu'il y a des questions sur le recyclage dans les bétons, donc on y viendra peut-être à la fin du webinaire. Mais on cherche de toute façon à limiter ce risque de gonflement étringétique du fait des sulfates et à limiter aussi les enjeux qu'il y a derrière. C'est-à-dire que au cas où il y aurait un problème, voilà, c'est moins impactant si c'est une chaussée que si c'est un dallage avec un bâtiment dessus. Aujourd'hui, on n'a pas de désordre, on n'a pas de sinistre de chantier du fait des sulfates dans la région. Et globalement, on l'a vu, et Cédric l'a dit, sur la déconstruction, il y a des phases aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus strictes que ce qu'elles ont été on dit plus qu'on fait de la démolition, on fait de la déconstruction. Donc, il y a toutes ces phases de curage où on enlève tous les matériaux du second œuvre, dont le plâtre, parce que les sulfates, en fait, viennent des plâtres qui sont dans les bâtiments. Et plus ce curage est fait de manière précautionneuse, et moins on aura de contaminants, on va dire, ensuite dans le béton. Donc, il y a tout ce travail, d'une part, sur la phase de travaux, et puis sur les plateformes. Alors, c'est là, on est dans un cas un petit peu particulier où on déconstruit et on utilise immédiatement après. Mais souvent, en fait, on déconstruit et on envoie les matériaux sur des plateformes de recyclage. Et là, le deuxième stade le deuxième garant, en fait, c'est l'acceptation sur ces plateformes. Les plateformes, aujourd'hui, acceptent plus tout et n'importe quoi comme matériaux. Ils sont de plus en plus stricts parce qu'ils savent que derrière, c'est la qualité de leurs produits qui va en découler. Et donc, plus leur produit c'est de qualité, mieux ils arriveront à les écouler. Et à l'inverse, s'ils acceptent tout et n'importe quoi en entrée, non seulement ils auront ces problèmes de sulfate qui se verront dans leur résultat d'essai, mais en plus, globalement, ça va se voir sur le matériau et ça ne sera pas très vendeur. Voilà. Merci pour Valérie, un début de réponse à cette question. Vaste débat, visiblement. Effectivement, on a un certain nombre de questions déjà dans le chat, mais je vous propose, avant de les aborder, de donner la parole à François Gérin, qui va pouvoir nous faire un retour sur le travail qui a été mené justement par ce groupe et sur le manuel. En introduction, j'ai envie de te demander, alors j'espère que ce n'est pas une question piège, parce que je crois qu'une partie de la réponse est dans l'introduction du guide. On a un participant qui nous posait la question en fait de la réglementation sur le réemploi des matériaux de déconstruction en neuf ou en réno. Alors là, c'est vrai que nous, c'est un peu plus particulier puisque c'était sur les questions de sous-couche routière. Mais il me semble qu'il y a des éléments dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui justement permet des taux de réemploi. Oui, on va le voir. On va le voir à la fois à travers la loi et puis à travers les spécifications qui sont données dans le manuel. Tout à fait. Super. Bon, écoute, François, dans ces cas-là, je te laisse la parole pour une dizaine de minutes.
D'accord, Et on merci on Juliette. se retrouve après avec tous les intervenants pour… Merci à tous les intervenants précédents. Donc, juste pour me présenter rapidement, François Gérin, moi je suis responsable du domaine infrastructure urbaine chez SCE, qui est une société d'ingénierie spécialisée en aménagement et en environnement. Moi je suis basé à Nantes, donc effectivement j'ai participé au groupe de travail qui était piloté par Valérie et qui se réunissait dans le cadre de la commission TP de Novabile, parce qu'il y a une commission TP qui s'appelle Nova TP, qui est très active. Il y a de nombreux autres groupes. Vous pourrez voir, je pense, sur le site de Novabuild et je vous invite à les rejoindre si vous êtes intéressé. Alors, pour revenir sur le sujet du manuel, je voulais revenir d'abord sur la genèse et puis les raisons qui nous ont amenés à produire ce manuel. Donc, elles sont de diverses natures. L'un des premiers sujets est un sujet réglementaire. Donc, tu l'as évoqué, Juliette, il y a une loi de transition énergétique qui a été votée en 2015 et qui impose aux maîtres d'ouvrage un certain nombre de contraintes liées à l'économie circulaire. Donc, le législateur, en fait, s'est attaché à deux sujets principaux, tout ce qui sort des chantiers de BTP et puis tout ce qui rentre dans les chantiers de BTP et spécifiquement dans les chantiers de construction. Donc, pour ce qui sort des chantiers, on a une obligation aujourd'hui qui s'applique à l'ensemble de la filière, qui est un taux de recyclage des matériaux de minimum 70%. Des matériaux doivent être recyclés, les matériaux de démolition, des constructions doivent être recyclés pour une utilisation ultérieure sur d'autres opérations. Pour les flux entrants, donc là, on a une autre obligation, qui notamment pour les matériaux et pour les chantiers de construction routière, qui est un seuil minimum de 60% de matériaux qui doivent être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Et puis le législateur, en fait, s'en est pas arrêté là. Il a imposé deux autres seuils vraiment très spécifiques aux chaussées et aux structures de chaussées. Donc il y a un seuil sur les revêtements de chaussées où là, on doit respecter au moins 20% de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, et puis 30% en ce qui concerne les assises de chaussée. Donc ces obligations-là, il y a eu différentes étapes, et donc à partir du 1er janvier 2020, ce sont ces taux qui s'appliquent. Le deuxième point, puisqu'on est Novabuild, c'est les Pays de la Loire. Donc, au regard de ces contraintes-là, on a regardé ce qui se passait sur notre région. Donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau des flux sortants, on s'aperçoit que globalement, on est dans les clous, puisqu'on a 72% des déchets qui sont valorisés pour une obligation minimum de 70%. Alors, on peut peut-être faire mieux, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, sur ce point-là, il n'y a pas de problématique. Par contre, on s'est aperçu sur les flux entrants, et ça rejoint ce que disait Valérie en introduction, c'est-à-dire que on a pu constater à une certaine époque un peu des stocks de matériaux qui trouvaient pas de réemploi. On s'est aperçu, donc c'est des chiffres qui datent de 2017, la situation a un peu évolué, que finalement il y avait seulement 15% des matériaux utilisés dans les chantiers de construction qui venaient de ces filières de réemploi, de réutilisation, de recyclage. Donc ça, c'est des valeurs relatives. Quand on regarde en valeur absolue à l'échelle de la région, toujours sur les chiffres de 2017, les chantiers de construction généraient un besoin de matériaux d'un peu plus de 35 millions de tonnes. En 2017, on avait 30 millions de tonnes qui provenaient de matériaux neufs, donc de matériaux qui étaient constitués notamment de matériaux de carrière. On a cette chance dans la région d'avoir beaucoup de carrières et d'avoir une ressource naturelle importante. Et puis un peu plus de 5 millions, 5,5 millions qui provenaient de la réutilisation. Donc ça fait les 15% que j'évoquais tout à l'heure. Donc on voit qu'on est très loin des 60%. Ce qu'on a voulu regarder, c'est le gisement potentiel qu'on pouvait avoir sur la région. Donc ce gisement, encore une fois en 2017, avec toute la difficulté qu'il y a de pouvoir collecter des données sur ce sujet, on l'a estimé à un peu plus de 5 millions. Donc ça veut dire que si tout se passe bien, si tout ce gisement, on est capable de le valoriser à 100%, on serait en capacité de doubler, donc ce qui est quand même pas rien, de passer de 15% à 30% de matériaux recyclés dans nos chantiers. Alors, on voit qu'on est à mi-chemin encore des 60%, ce qui pose d'ailleurs, ce 60%, pour moi, pose la question de la ressource. C'est où est-ce qu'on va aller chercher les matériaux qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là, mais ça, c'est un autre débat. L'autre point qu'on avait noté dans le cadre des échanges qu'on avait eus dans le groupe de travail,
c'est que sur ce sujet de l'économie circulaire et de la valorisation des matériaux, finalement, il y a une littérature qui est assez conséquente. Il y a beaucoup de guides. Par contre, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces guides étaient assez segmentés dans leur contenu. C'est-à-dire certains, enfin guides et recommandations ou notes, hein, certains ne traitaient que le sujet géotechnique, d'autres ne traitaient que la problématique environnementale, et qu'il n'y avait pas de guide qui assemblait les deux sujets, au moins à l'échelle régionale. Et puis, quand on a démarré les travaux du groupe, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que certains guides dataient un peu et n'intégraient pas forcément toutes les évolutions, alors que j'ai qualifiées de récentes, mais qui datent du début du groupe de travail, notamment en termes de contraintes et de réglementation environnementale. Alors, les ambitions de ce manuel, elles sont, on peut les classer en trois thématiques. D'abord, on n'a pas voulu réinventer de nouvelles règles. Ça a été dit par Valérie, il ne s'agit pas de recoller une nouvelle réglementation par rapport à une réglementation existante, mais c'est bien de prendre en compte les différentes réglementations ou recommandations qui existaient sur ces sujets. Le deuxième point, c'est qu'on a pris en compte les guides et les réglementations les plus récentes, pour être le plus à la page, bien sûr. Et puis le troisième point, par rapport à la complexité des guides existants, on a voulu simplifier les choses et puis les adapter à nos pratiques régionales, notamment en termes de matériaux, et puis intégrer également toutes les les recommandations techniques et environnementales pour garantir je dirais, la sécurité et la fiabilité des matériaux qui seront mis en œuvre. En ce qui concerne le périmètre du manuel, il s'adresse à toute la filière, hein. Donc c'est les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises de travaux et bien sûr les fournisseurs de matériaux. En ce qui concerne les matériaux, donc on s'est volontairement restreint. Donc on a ciblé notre guide sur les matériaux qui sont catégorisés mixtes. Donc dans ces matériaux, on va trouver à la fois du béton concassé, on va trouver de la pierre naturelle, des granulats non liés, et puis on peut trouver aussi un peu d'enrobé. Donc pour les premiers matériaux, ça va être minimum 70%, ça sera maximum 30% de matériaux enrobés qui sont présents dans ces matériaux-là. Et puis, on accepte aussi des matériaux qui sont qualifiés d'indésirables pour moins de 1%. Donc, dans ces matériaux d'indésirables, on peut trouver du plastique, on peut trouver ce genre de choses qui visuellement peuvent un peu choquer des yeux l'œil du technicien, mais qui, en termes techniques, ont un très faible impact sur les caractéristiques des matériaux. Donc, cette classification, François, je pas. t'interromps juste 2 secondes. C'est juste pour te dire qu'il te reste 5 minutes. Et je sais que D'accord, très bien. un certain nombre d'éléments à nous présenter. Voilà. Merci. Donc, on n'a pas inventé cette réglementation, c'est issu de la norme. Un des points qu'on traite qui est vraiment important, et Valérie l'a dit sur ce guide, c'est l'acceptation des matériaux entrants sur la plateforme de recyclage. Donc, on a établi un logigramme que vous voyez sur la droite et qui permet, en fonction des matériaux qui sont reçus sur la plateforme, de décider si ces matériaux sont acceptables ou non et peuvent être recyclés. Donc, parmi les critères principaux, on va dire qu'il y a le tri préalable, ça a déjà été évoqué. Est-ce que les matériaux proviennent de sites contaminés ? Pour les matériaux contenant l'enrobé, est-ce qu'il y a de l'amiante? Est-ce que les seuils de HAP sont respectés? Et puis ensuite, il faut respecter, bien sûr, les valeurs sur les spécifications chimiques qu'on verra après. L'élaboration des matériaux, je vais passer très rapidement parce que ça a été évoqué précédemment. C'est du prébroyage, la réduction, du concassage et ensuite du criblage qui permet de discriminer les matériaux en fonction de l'usage qu'on voudra en faire ultérieurement. Donc ça, c'est juste 2 photos pour illustrer ce qu'on produit dans la région. Donc on va avoir des graves avec des granulométries variables. Et puis on peut également produire des matériaux drainants qui peuvent être intéressants, notamment dans l'enrobage des canalisations de tranchées. Alors, sur les usages possibles, en fait, il est très vaste, hein, notamment en termes de construction routière. Donc, je ne vais pas redétailler. Remblai, couche de forme, couche de fondation, couche de base, tous les usages sont possibles en fonction des caractéristiques des matériaux. Et effectivement, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, aujourd'hui, les DTU ne permettent pas d'utiliser ces matériaux sous dallage de bâtiments. C'est la seule restriction aujourd'hui que l'on connaît sur leur utilisation.
Dans le guide, vous trouverez en fait 2 natures de spécifications, hein, des spécifications géotechniques. Là, on est sur des choses relativement classiques que vous connaissez, qu'on trouve sur les matériaux de carrière. Donc, on va regarder la granulométrie, on va regarder l'argilosité des matériaux, on va regarder le Los Angeles et le MDE. Ce qu'on a inclus dans le tableau qui est dans le manuel, c'est aussi des prescriptions sur des fréquences d'essai qui permettent de garantir justement la qualité de ces matériaux. Concernant les spécifications physico-chimiques, donc là, c'est un peu la nouveauté par rapport à des matériaux issus de carrière. Donc, ce sont des éléments qui sont issus de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014. On voit qu'il y a un certain nombre de seuils à respecter. Et donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'analyses qui sont à faire. Et en fonction des seuils, il y aura des contraintes sur l'usage des matériaux. La principale contrainte, en fait, elle va être liée à l'imperméabilisation de la surface sous laquelle les matériaux vont être mis. Certains matériaux qui vont avoir une charge un peu plus importante sur certains éléments chimiques, il va falloir éviter le transfert de ces constituants vers la nappe, vers les cours d'eau. Et donc, pour cela, on s'en prémunit en ayant une couche de surface qui est imperméable. Alors, on a fait un petit travail aussi à l'époque sur les matériaux produits au niveau de la région, donc en prenant 12 échantillons et en faisant des analyses. Et on s'aperçoit que sur ces 12 échantillons, de façon globale, on est complètement dans les clous par rapport au seuil physico-chimique que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le point essentiel qui peut contraindre l'usage des matériaux. Donc, on voit au niveau de la région, on n'a pas de contraintes fortes. Il y avait 2 critères qui dépassaient un peu, mais qui en fait ont des contraintes uniquement sur l'usage, hein, donc qui ne sont pas discriminants sur le fait qu'on peut réutiliser ces matériaux. On peut les réutiliser, mais pas forcément dans toutes les conditions d'usage qui étaient évoquées précédemment. Ça, c'est juste une petite slide. Dans le manuel, vous trouverez une cartographie des plateformes de recyclage. Là, je faisais juste un petit clin d'œil ou rappel à la plateforme qui a été mise en place par la FNTP et l'UNICEM très récemment, qui s'appelle Matériaux. Voilà, qui est une plateforme qui est enrichie par les fournisseurs, par les déteneurs de centrales d'enrobés, et qui vous permet de localiser, de récupérer des informations sur toutes les plateformes. Alors là, j'ai fait un zoom à l'échelle des Pays de Loire, mais c'est une information qui se fait sur l'intégralité de la métropole et qui va s'enrichir au fur et à mesure avec les informations qui seront déposées par les différents producteurs et fournisseurs. Alors, en conclusion, mais ça a déjà été un peu évoqué par Valérie tout à l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation des matériaux recyclés repose sur une confiance de l'intégralité, une confiance de l'intégralité de la filière. Donc, les maîtres d'ouvrage qui acceptent ce type de matériaux, les maîtres d'œuvre qui doivent retranscrire dans leur cahier des charges et leur CCTP notamment, qui permettent aux entreprises de répondre sur ce type de matériaux, les bureaux de contrôle qui vont faire les analyses, les entreprises, bien sûr, qui mettent en œuvre, et puis les fournisseurs. On voit que les fournisseurs ont un rôle clé dans cette filière. Il faut également que les spécifications soient adaptées à l'usage, aux besoins que l'on aura des matériaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a vu que certains critères peuvent être discriminants. Donc, il faut bien cibler l'usage que l'on veut faire de ces matériaux. Ce qu'on peut en tirer aussi, c'est que pour la région de Pays de Loire, on n'a pas de problématique environnementale majeure pour la réutilisation des matériaux, et puis que la qualité finale du produit, elle est très liée à la production. Donc, c'est le tri à la déconstruction, c'est la sélection d'entrée de plateforme, et puis ce sont les méthodes d'élaboration des matériaux, bien sûr, qui seront ensuite mises en œuvre sur les chantiers, pardon. La mise en œuvre, elle, est relativement classique, et c'est les moyens qu'on a l'habitude d'utiliser sur nos chantiers de façon traditionnelle. Et puis juste pour terminer, si je suis encore dans les temps, donc apporter la preuve par l'image de la certification par l'IDRIM, qui était évoquée par Valérie, voilà, qui a lutté assez longtemps avec l'IDRIM pour obtenir ce certificat, je crois, et qui permet de rassurer tout le monde sur la validité de ce manuel. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Et de ce fait, ça me fait une petite transition toute faite avec la séquence de questions-réponses, puisqu'il y avait une des demandes qui était de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ce manuel. Donc, ce manuel est en ligne sur le site internet de Novabuild. Vous devez avoir une petite fenêtre pop-up qui vient d'apparaître sur votre écran, justement, qui donne le lien en direct. Merci beaucoup, Laura, pour ce petit
cette info et Lucie vous a mis le lien direct également dans le chat. Oui, toute l'équipe de Novabuild est aux petits soins pour vous pour ce webinaire. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la question des usages. On a eu plusieurs questions dessus, notamment liées au fait qu'on parle beaucoup de couches routières. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre aux différentes interrogations. Je crois que Valérie a précisé qu'effectivement, pour l'instant, on ne pouvait pas utiliser sous dallage de bâtiments. Néanmoins, on demande qu'est-ce qu'il en est pour l'utilisation des graves dans les bétons de structure pour le bâtiment. Et également, de façon plus large, Julien vous demande est-ce qu'on cherche aujourd'hui d'autres alternatives que la construction de réseaux routiers pour l'utilisation de ces graves? Et si oui, quels sont les freins que vous rencontrez? Alors, on peut apporter des débuts de réponse puisqu'il y a un gros travail de recherche qui a été mené sur le recyclage du béton dans le béton. Juste avant ça, on peut se redire une chose, c'est que le béton concassé, au départ, c'est du béton, donc c'est des granulats de très bonne qualité. C'est les meilleurs granulats en fait qui sont produits. Alors, juste avant les ballasts ferroviaires, hein, mais en gros, c'est les meilleurs ballasts, c'est les meilleurs granulats qui sont produits dans les carrières, qui sont utilisés dans le béton. C'est les granulats tertiaires, c'est les plus chers aussi. Qu'on mélange avec du ciment et avec de l'eau. Je résume, je simplifie, pour faire un matériau de très grande qualité qui est le béton, tous les bétons structurels. Et effectivement, quelque part, on va aller le réutiliser une fois concassé dans une sous-couche routière qui, même si j'ai beaucoup de respect pour les sous-couches routières, c'est quand même un endroit où on a un niveau d'exigence qui est un petit peu plus faible. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et quand on fait le parallèle avec les enrobés, aujourd'hui, on réutilise les enrobés de déconstruction ou fraisés, on les réutilise dans l'enrobé, c'est-à-dire à même valeur que le produit initial, en fait. Donc, on cherche forcément, et ça fait un moment que les chercheurs et toute la communauté essayent de trouver une voie pour la valorisation des bétons concassés dans les bétons. Il y a juste une différence avec l'enrobé, c'est que dans l'enrobé, on peut revaloriser le lien qui a une grosse valeur aussi économique. Ça, c'est important, ce volet économique, on va le voir. Alors que dans le béton, une fois que le ciment il a pris, il reste un petit peu de ciment anhydre qui va encore jouer un peu, mais on ne va pas pouvoir valoriser ce ciment. Donc, il nous reste juste le granulat qui est de bonne qualité, mais il nous reste juste le granulat, à condition effectivement d'avoir bien trié. François l'a redit, hein, le tri à l'amont est vraiment très important. Et puis, la méthode d'élaboration. Alors, techniquement, le projet Reci-Béton, je pense que parmi les participants, il y a un certain nombre qui sont bien au courant. Le projet Reci-Béton a essayé vraiment de regarder tous les aspects de ce recyclage du béton dans le béton. Il aboutit à des conclusions plutôt optimistes, plutôt favorables. Le recyclage du béton est prévu même dans les normes. Se pose aujourd'hui, et en particulier dans notre région, se pose aujourd'hui la question du volet économique. C'est un petit peu ça qui peut freiner, je pense, ce recyclage. Parce que pour aller produire des granulats qui devront aller dans le béton, il faudra un niveau d'élaboration qui sera vraiment très élevé. Il faudra que ce soit des granulats très propres qui ne vont pas générer de surconsommation de ciment, par exemple, dans les formules de béton, pour avoir un béton à même valeur. Donc, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure en concassage là, sur le chantier, ça ne sera pas aussi simple que ça pour faire des granulats pour le béton recyclé. Donc, je te coupe 2 minutes. Dans Reci-Béton, justement, il y avait une quantité maximale en fait, de béton recyclé qu'on peut incorporer quand on fait du béton. Oui, mais déjà, tu es limité effectivement, quand faire même. du béton 100% recyclé, là, ça me paraît illusoire aujourd'hui. Par contre, faire des bétons avec 10-15% de béton recyclé, ça paraît, c'est possible. Enfin, c'est pas que ça paraît, c'est que le Reci-Béton en a fait la démonstration. Donc, ça, c'est possible. D'ailleurs, dans les enrobés, on fait la même chose. On fait très rarement 100% de recyclage. Enfin, il y a eu quelques opérations phares, mais globalement, le taux de recyclage est de l'ordre de 15%. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'opposition technique. On pourra pas tout faire non plus. Il reste à trouver le bon cheminement, le bon chemin économique, technico-économique. Voilà. Parce qu'on là, on parle de graves recyclés, même en sous-couche routière. Il y a graves recyclés et graves recyclés. Et ça, c'est un message à l'adresse des maîtres d'ouvrage. Vous pouvez spécifier dans vos marchés
et sans même avoir recours aux variantes, vous pouvez spécifier dans vos marchés vos exigences sur les graves recyclés de la même manière que vous le faites pour les granulats naturels. Il n'y a pas une grave recyclée, il y a la grave recyclée dont vous avez besoin. Et le manuel avait aussi cette vocation, c'est à donner des clés aux maîtres d'ouvrage pour écrire les bonnes choses dans les cahiers des charges techniques. C'est-à-dire que, bah oui, si je veux une grave recyclée pour faire du remblai, bah, je ne vais pas en attendre la même chose que pour une couche de forme ou une couche de chaussée. Elle n'aura pas le même prix non plus. De la même manière que le granulat de carrière n'a pas le même prix quand on veut faire du remblai ou de la couche de forme ou de la couche de chaussée. C'est vraiment la même logique. Et l'objectif qu'on avait un peu, l'idéal qu'on avait, c'était que justement les graves recyclés soient plus des variantes. La première approche dans le groupe, c'était oh oui, on va mettre ça en variante. Ben non, le jour où on voudra vraiment que ça se développe beaucoup, il ne faut plus que ça soit une variante, il faut que ça soit naturel. Et donc, il faut que ça soit bien écrit et il faut que le maître d'ouvrage ait bien compris ce qu'il attend et qu'il l'ait dit explicitement. Alors Gérard Aubron, on salue au passage, qui est élu à la région, plus particulièrement en charge des déchets et notamment du plan régional économie circulaire, précise que Rossi Béton, c'est jusqu'à 50% de gravillon recyclé et 20% pour le sable issu de béton concassé. Merci beaucoup Gérard pour cette précision. Sur les coûts, justement, on avait 2-3 questions. Mais avant ça, effectivement, je voulais rebondir sur le fait que François l'a cité, mais c'est vrai que ce manuel, il est vraiment à destination des maîtres d'ouvrage au départ, vraiment pour leur donner aussi des clés de lecture et des clés pour pouvoir plus sereinement incorporer ces éléments-là dans leur marché. Oui, tout à fait. Après, sur le sujet des coûts, ça va dépendre de la spécificité de chaque région. C'est vrai qu'en Pays de Loire, on a une opportunité d'avoir des carrières avec des matériaux naturels à coût assez faible. Donc, le coût du matériau recyclé aujourd'hui, c'est plus les entreprises qui pourront confirmer sur ce point-là, mais n'est pas moins cher ou de façon très exceptionnelle par rapport à un matériau de carrière. Après, c'est plus vraiment une volonté, affirmer une volonté technique, politique, d'utiliser ces matériaux recyclés. Je voulais poursuivre aussi, revenir un peu sur le sujet du recyclage et ce qui a été dit sur Rossi Béton ou sur les enrobés. C'est vrai qu'on pourrait de façon un peu théorique monter sur des forts taux de recyclage. Après, va se poser le problème de la ressource, c'est-à-dire que pour avoir des matériaux recyclés, il faut vous déconstruire. Voilà. Donc, ça veut dire que si on veut avoir 100% de matériaux recyclés sur nos opérations, sur les enrobés ou sur les bétons, il faut qu'on déconstruise autant que le construit. Donc, ce qui est sur une région comme les Pays de Loire, pas le cas, loin de là aujourd'hui. Alors, sur le coup, je voulais préciser une chose, mais Cédric, je pense que Cédric va en parler. En plus, il a un regard intéressant parce qu'il travaille aussi bien sur la région nantaise que sur la région rochelaise. Et quand on dit ça, on se dit, bah oui, et alors c'est quoi la différence? Il va vous expliquer la différence. Juste pour se redire les choses, un granulat naturel aujourd'hui, il sort d'une carrière qui produit en général au moins 200 à 300 000 tonnes par an avec des installations fixes. Qui tournent, qui sont vraiment rodés, qui sont optimisés. Le granulat recyclé, dans sa plus grande majorité, c'est des plateformes qui vont stocker de manière provisoire une dizaine de milliers ou quelques dizaines de milliers de tonnes et qui vont faire venir un concasseur pour une opération ponctuelle. Et donc, forcément, vraiment, je veux pas dire que c'est absolument plus cher. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le granulat recyclé soit moins cher que le granulat naturel dans la région. C'est d'ailleurs un des freins aussi. C'est un des freins. C'est cette limite. On est vraiment à la frontière en fait. Et les gens qui vont avoir un granulat recyclé vont penser soit qu'on va leur donner, soit qu'il va être au moins 2 fois moins cher. Et c'est juste pas possible. Cédric, c'était des questions qui sont revenues plusieurs fois dans le chat, effectivement, oui, sur elles sont légitimes, hein. Le prix d'une tonne de granulat de déconstruction et est-ce que l'extraction de granulés revient-elle moins cher à une entreprise que la grave recyclée aujourd'hui? C'est tout à fait légitime. Comme tu le disais, Valérie, oui, le coût de fabrication n'est pas plus élevé, mais le diviseur n'est pas le même, puisque en carrière, on est industrialisé. Donc, en effet, vu comme ça, le matériau recyclé coûte plutôt plus cher. Après, ce dont on n'a pas parlé, c'est la part transport dans la fourniture d'un matériau. Dans le secteur, il y a beaucoup de carrières et il y a un maillage fort de carrières, donc les distances sont peu élevées, donc un coût de transport moindre. Si on se projette sur des régions, alors comme tu disais Valérie,
je travaille sur des régions différentes, notamment sur Bordeaux, où là-bas, il n'y a pas de carrière de roche massive. Donc, on fait venir du granulat de très loin. Du coup, le surcoût de fabrication du matériau recyclé est largement absorbé par l'économie qui est faite sur le transport. Et en l'occurrence, là-bas, la fabrication de graves recyclés fonctionne bien puisqu'il y a une forte demande sur ce matériau. On est moins concurrencé par rapport à la fourniture de carrière. Oui, on voit bien que c'est toute la difficulté de trouver cet équilibre financier. On arrive un peu au bout. Alors, je suis désolée, il y a plein de questions, elles sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. C'est un peu un déchirement de ne pas pouvoir répondre à tout. On aura bien compris qu'il y a une grosse part qui est spécifique à notre région. J'avoue que je vais plaider un peu sur les questions pour une question interne à un dossier qu'on suit chez Novabile, qui est aussi sur la métropole nantaise, qui est Pierre-Mendès-Lès. Et la question, c'était que est-ce qu'on pourrait être assez audacieux et de se dire qu'on pourrait avoir 100% de recyclage et ou de béton recyclé qui pourrait être retenu? Est-ce que la filière, en fait, pourrait faire des volumes aussi conséquents? On a vu quand même qu'on avait quand même des freins réglementaires, des freins financiers aussi. Mais est-ce qu'on serait prêt à traiter d'aussi gros volumes et est-ce qu'il faudrait faire des investissements spécifiques sur la métropole pour y arriver? Qu'est-ce qu'on appelle d'aussi gros volumes? C'est-à-dire que sur Pierre-Mendès-Lès, il y a quand même 3000 logements et quelques milliers de mètres carrés qui sont prévus, des parkings. Donc, je n'ai aucune idée du volume de béton que ça représente, mais je pense que ça va être conséquent. Non, moi, je peux peut-être intervenir. D'abord, la première chose, c'est que Pierre-Mendès-Lès, c'est aussi une opération dans Métropole Aménagement. Et donc, au-delà de est-ce que la filière est capable de répondre à un tel volume, encore une fois, il faut définir un volume. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que nous, en interne, on essaye d'identifier le gisement. C'est-à-dire que là où moi, j'ai de la démolition et de la production de béton, j'essaye de mettre en face sur Pierre-Mendès des usages possibles. Donc, il y a déjà un travail de la part de notre métropole pour essayer d'organiser un petit peu les transferts de matériaux entre nos différentes opérations. Et puis la réutilisation in situ sur au sein de nos périmètres d'opération de tout ce qu'on va générer nous notamment en tant que déconstruction. C'est-à-dire que là sur l'exemple qu'on a évoqué avec Cédric, finalement on s'était un peu loupé notre métropole aménagement, puisque on déconstruisait sans pouvoir définir la réutilisation au sein de notre opération. Donc, merci à Charrier d'avoir trouvé cet usage juste en face et par barge. Mais par contre, dans le même temps, on avait une autre opération de démolition sur Bas-Chantenay où on a réutilisé l'ensemble du béton qu'on connaissait in situ. Donc, Pierre-Mendès aussi est dans cette logique-là de savoir comment ils réutilisent leur propre production, entre guillemets. Et puis, dans notre métropole aménagement, on essaye de diffuser entre nos opérations les flux de matériaux. On récupère de la terre issue d'une opération pour une autre, on récupère du béton de déconstruction pour une opération issue d'une autre. Voilà. Après, Pierre-Mendès-Lès-Îles a une surface, tout ce qui va être usage de chaussée, n'est pas plus important que d'autres opérations nantaises. Alors après, si on pose la question d'intégrer du béton recyclé dans les constructions, là c'est un autre sujet. Et là, effectivement, je pense que la filière réfléchit dessus. Voilà. Exact, c'est vrai qu'il y a les deux choses. Il y a effectivement, comme il n'y a pas grand-chose, en tout cas sur la zone à faire, effectivement, tous les axes et les infrastructures qui pourront peut-être bénéficier de ce béton recyclé. Je vais vous laisser un petit mot pour conclure, mais juste une des dernières remarques qui reprend plusieurs propos qui ont été mis dans le chat et qui rejoint ce que vous étiez en train de dire, Bruno, et notamment votre exemple l'illustre très bien, c'est cette convergence à un moment donné entre le chantier de déconstruction et le chantier de construction où il va y avoir un besoin. Et donc, comment est-ce qu'on fait un peu pour identifier ces gisements et donc favoriser le réemploi des matériaux recyclés par tous et pour tous et tout le temps, comme nous dit si bien Jérôme. C'est une problématique qu'on va beaucoup aborder en 2021
au sein de Novabuild, sachez-le, puisqu'on va lancer un groupe de travail sur tout ce qui est réemploi, réutilisation, recyclage, avec justement cette question de comment est-ce qu'on fait pour identifier les gisements et les mettre en correspondance. Gérard Aubron, donc les excuses, qui n'est pas élu mais technicien à la région, apporte quelques éléments de réponse aussi en nous disant que, bien sûr, à un moment donné, c'est pas toujours facile d'avoir une concordance et donc il faut aussi pouvoir mettre des plateformes de stockage temporaire implique encore d'autres marges de négociation et d'acceptation qui ne sont pas toujours faciles. Je vais vous laisser juste, on a dépassé un tout petit peu. Merci à tous nos participants d'être restés jusqu'au bout de ce webinaire. Je vais vous laisser un petit mot pour conclure. Et en tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup à la fois pour le travail qui a été mené au sein de Novabuild, pour ce manuel et votre temps aujourd'hui pour la présentation de ce très beau retour d'expérience. Merci. Bon. Merci. Je ne sais pas, Valérie, est-ce que tu veux nous dire un petit mot en conclusion? Oui, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, tu as décrit la solution. On voit que l'alignement des plannings et des volumes, c'est quelque chose de très complexe, puisqu'en fait, on a essayé de le faire là récemment sur une opération, et en fait, c'est très complexe dès lors qu'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage qui peuvent avoir des intérêts qui ne sont pas exactement les mêmes au même moment. Et nous, en tant qu'entreprise, faire la coordination, c'est très compliqué. La solution qui existe aujourd'hui, c'est celle des plateformes. Il y a des plateformes. Là, on a vu le cas d'un chantier où ça part directement de la déconstruction à la valorisation. Mais le plus gros des tonnages passe quand même par des plateformes, soit des plateformes internes aux entreprises que vous ne voyez pas, soit des plateformes qui sont ouvertes à tous. Entreprises, en général les entreprises qui amènent des matériaux de déconstruction et puis des entreprises qui vont venir prendre des matériaux pour leur futur chantier. Et c'est ces plateformes qui servent d'intermédiaires dans le temps et dans l'espace en fait pour ces flux de matériaux. Voilà. En tout cas, merci pour l'organisation, Juliette, et l'animation. C'est toujours un plaisir d'avoir ton dynamisme et ton sourire avec nous. Et ça donne vie à ces séminaires. Et puis, j'étais content de voir aussi qu'il y avait presque une centaine de participants au final. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et d'avenir. Et on progresse vraiment. J'ai vraiment ce sentiment à voir les choses évoluer, qu'on progresse tous sur tout le fil de la filière en fait sur ce sujet-là. Donc, on va faire des choses de plus en plus intelligentes, on va dire. Eh ben, écoutez, rendez-vous en 2021 parce que je pense qu'on va avoir un certain nombre de choses à faire et à croiser les secteurs des travaux publics et du bâtiment. Et on nous demande déjà un autre webinaire. Donc, je pense qu'on se retrouvera très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à toutes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.